Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui je vais traiter de la question suivante, la guerre en images. Quelle forme, quel visage aurait pris un conflit entre l'OTAN et le pacte de Varsovie durant la guerre froide, notamment entre 1970 et 1991? Je commence par quelques rappels tactiques pour que vous compreniez les illustrations que je vais vous montrer. En image, voilà ce que les Russes auraient aimé faire. Imaginez un front ici, à gauche les communistes, à droite l'OTAN, et donc les soviétiques auraient voulu faire une guerre éclair, un blitzkrieg avec une attaque surprise et un rythme des opérations très soutenu. Ils envisageaient des percées mécanisées avec des divisions blindées et en gros une vaste offensive interarmes avec une multitude de flèches, multitude d'attaques coordonnées, vu que les tanks sont soutenus par les hélicoptères, les avions, les parachutistes, les canons, les missiles sol-sol, etc., etc. Après, on ne sait pas s'ils auraient réussi leur guerre éclair. L'OTAN ne les aurait pas laissés faire. Autre élément important à avoir en tête, ils voulaient faire des opérations dans la profondeur, l'objectif étant d'avancer le plus vite possible, le plus loin possible, pour s'emparer des objectifs stratégiques de l'adversaire. Ceci nécessite une multitude de percées initiales, on parle d'une offensive en peigne, et ils auraient tenté de contourner les points de résistance, on parle de tactique d'infiltration. Donc ça, c'est la démarche générale des communistes. En image, voici ce que ça aurait donné, ce qu'on peut imaginer. Déjà, des attaques des bases aériennes ennemies pour essayer de détruire l'aviation au sol, avec des armes nucléaires ou conventionnelles. C'est la même chose ici, c'est une illustration qui met en valeur la guerre des 6 jours de 1967. Les Russes auraient bien aimé détruire les chasseurs de l'OTAN au sol. Vous le voyez à l'arrière-plan, un avion abîmé et du feu et de la fumée évidemment. Cependant, là aussi, l'OTAN ne se serait pas laissé faire. Donc on peut imaginer des milliers de combats aériens. La bataille aérienne aurait été dirigée par ces avions particuliers, des AWACS, qui font office d'avions radars et de PC volants qui vont coordonner toute l'activité aérienne, organiser les interceptions des appareils ennemis et là, à l'arrière-plan à gauche, les frappes au sol. D'accord ? Donc il y aurait eu une vaste offensive aérienne avec des dizaines et des dizaines de combats aériens. Toujours dans cette idée de l'action d'aviation, donc les appareils auraient pu être confrontés à la DCA, la défense contre avion. Si on prend pour exemple la guerre du Kippour, où les avions israéliens ont dû faire face aux terribles ZSU. Ce sont des canons multitubes qui sont montés sur un véhicule et qui à courte portée sont très redoutables. Et également aux missiles SAM, aux missiles solaires de défense aérienne, notamment les SA-6 Gainful. Donc l'aviation aurait pu être la proie, ou elle aurait pu être le prédateur. On peut prendre exemple aussi les missions SEAD, la suppression des défenses aériennes ennemies, notamment en se basant sur la bataille de la BK en 1982, où cette fois ce sont les missiles solaires qui furent les proies. Les proies de quoi? Des missiles anti-radar lancés par les avions israéliens, notamment les missiles ARM. Donc voici du côté de l'aviation, dernier élément, aussi l'action des appareils anti-chars, les célèbres A-10 qu'on surnomme les tueurs de chars, qu'auraient fait donc du tank killing et de l'appui aérien rapproché. Les Russes ont l'équivalent de cet appareil. L'aviation aurait largué des parachutistes, les Russes envisagent ces assauts aéroportés sur des cibles stratégiques avec leurs avions lourds, les Antonov, mais aussi des assauts héliportés, ici donc un Mi-24 Ind protège en bas à droite des Mi-8 HIP qui sont chargés de soldats. L'OTAN aurait tenté la même chose, avec les hélicoptères d'assaut Cobra qui auraient fait de la lutte anti-char, appuyés par les Apaches, et puis donc du transport de troupes, notamment sur les zones en danger,
des renforts seraient arrivés par air, un petit peu comme au Vietnam. L'artillerie soviétique aurait joué sans doute un rôle décisif, c'est un atout dans la manche des communistes, que ce soit les lance-roquettes multiples à gauche, comme les Smerch, ou les missiles sol-sol, les Scud, voire les missiles Frog. L'artillerie, c'est aussi l'artillerie anti-char à courte portée, comme c'est montré par cette image qui évoque la Seconde Guerre mondiale. Je vous l'ai dit, les Russes voulaient en tout cas tenter une offensive mécanisée très rapide, et cette illustration le montre à merveille. En bas à gauche, les chars qui sont en première ligne, au milieu, les véhicules transport-troupes, à droite, ici, les canons 255, puis vraiment à droite, les lance-roquettes multiples, les missiles sol-sol. Donc c'est un petit peu ça qu'aurait ressemblé un assaut soviétique. Ces tanks auraient pu évoluer dans les plaines, mais aussi donc dans les villes. On aurait eu lieu sans doute des combats urbains autour de Hambourg, de Francfort, de Hanovre, etc., etc. Avec toutes les destructions que ces combats urbains auraient pu engendrer. Regardez ici à l'arrière-plan, c'est flagrant. Ces images de combats urbains, là aussi, se réfèrent au second conflit mondial. L'infanterie aurait appuyé l'action des chars, en haut à gauche, qu'elle soit débarquée, collée au sol, ou au contraire, qu'elle soit embarquée dans les véhicules. Notez dans l'image de droite ce soldat qui manipule un missile anti-char en étant posté tout en haut de son véhicule BMP. Cette illustration très jolie aussi montre l'assaut de l'infanterie mécanisée, des fusiliers soviétiques. Ils débarquent des BMP par l'arrière, puis après ils combattent plus ou moins protégés par le véhicule, soit sur les flancs du véhicule, soit à l'arrière du véhicule, en changeant de position. Les destructions auraient été nombreuses, les morts aussi. Là, c'est l'image d'un jeu vidéo, l'explosion peut-être un petit peu exagérée. Les véhicules sont pas en formation non plus. Néanmoins, elle montre un petit peu tous les dégâts que cette terrible guerre aurait pu créer. N'oublions pas quand même que la guerre, c'est du sang, des larmes, des cendres et des destructions. Et encore pire, dans les agglomérations. C'est ce que montre cette illustration. Les ponts auraient été des objectifs stratégiques, notamment les ponts sur le Rhin, sur la Weser, etc., etc. C'est ce que montre là aussi cette image. On aurait eu des carcasses de véhicules de partout, des blessés, sans doute agonisants, et aussi beaucoup de morts. Les morts, on peut les estimer sans doute en millions, même sans l'utilisation d'armes nucléaires. Cette illustration est également intéressante parce qu'on a en bas à gauche les véhicules et les hommes. En haut à gauche, on a les canons postés sur les hauteurs. Et on a aussi un hélicoptère et un avion, ce qui nous montre bien cette vaste offensive interarmes. Du côté de la mer, les soviétiques auraient pu tenter des débarquements au Danemark et en Norvège notamment. Alors comment ces opérations amphibies se seraient passées ? Comme ça. À gauche, des parachutistes qui sont les premiers à agir. Ensuite, on a l'arrivée des hélicoptères et des aéroglisseurs. Et pour finir, les véhicules et les fantassins débarquent des transports de chalands. D'accord ? C'est un peu comme ça que les Russes voient ce genre d'opération. On aurait eu également sans doute une nouvelle bataille de l'Atlantique, une troisième bataille de l'Atlantique où les sous-marins auraient joué un rôle crucial. Le but pour les Russes étant de couper les lignes de communication, les convois qui vont aller ravitailler l'Europe occidentale. Alors, dans cette image, c'est un sous-marin américain qui coule un navire russe, mais les soviétiques auraient fait la même chose ou tenté de faire exactement la même chose, surtout avec les navires de transport. On aurait eu donc des pertes, des navires touchés, torpillés, frappés par des missiles mer-mer.
Et les Russes en termes de lutte anti-surface, auraient sans doute essayé de profiter de leur missile mer-mer qui ont une portée supérieure, qui peut quasiment atteindre 500 km dans certains cas, tandis que l'OTAN et les marines anglaises et françaises se seraient appuyés sur leur avantage, les porte-avions. L'US Navy a un immense avantage en termes de porte-avions sur l'URSS. Du coup, on peut se demander si les Russes se seraient contentés d'utiliser leurs sous-marins ou s'ils auraient utilisé leur vaste flotte de surface. Voilà pour cet aperçu, donc Dieu merci, cette guerre n'a pas eu lieu, mais j'espère que ma vidéo vous a apporté un éclairage intéressant. Merci et à bientôt.